On va reprendre avec une nouvelle table ronde. Une table ronde que on a intitulée l'artisanat, un enjeu de société, point d'interrogation, parce qu'on n'a pas encore complètement la réponse à cette question. Et pour cette deuxième table ronde, j'ai invité des personnes au profil très différent. La première à prendre la parole, ce sera Delphine Paul, qui est conseillère aux arts plastiques à la DRAC Bourgogne, comme cette image l'atteste. La seconde personne, ce sera Ève Chabanon, qui est artiste, que je présenterai un tout petit peu plus tard. Et la troisième personne, c'est Barbara Quintin, qui est assistante de la galerie Marcel Alix, et que je remercie très chaleureusement, puisque si vous regardez votre petit programme, vous verrez indiquer que Mathis Collins devait intervenir aujourd'hui. Malheureusement, Mathis a été retenu à Paris. Et donc Barbara l'a très généreusement remplacé au pied levé. Je t'en remercie. Alors Delphine, bonjour. Bonjour. Donc avec Delphine, on va discuter du label Excellence des métiers d'art, qui est un label qui est développé par la DRAC en Bourgogne, qui touche différents établissements. Et ensemble, on va essayer de comprendre comment ce label est né, comment il s'est développé, et comment aujourd'hui il se développe sur ce territoire, et essayer d'en saisir les enjeux. Alors est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous dire comment est-ce que la DRAC Bourgogne s'est retrouvée à proposer une résidence de ce type dans les établissements de la région? En fait, le label, c'est pas la DRAC qui le donne. Au départ, c'est une initiative du rectorat de Bourgogne, l'Académie de Bourgogne, qui, j'ai retrouvé dans les premiers textes qui se questionnent autour de ce label, cherchait à valoriser une offre de formation des métiers d'art, donc dans des lycées pro et des lycées techniques, et chercher le moyen de rendre en fait ces formations positives. C'est vraiment le terme que j'ai trouvé dans les premiers textes, et de mettre en valeur en tout cas tous les savoir-faire qui étaient enseignés dans ces lycées. Il y avait plusieurs objectifs autour de ce label, donc le label Excellence des métiers d'art. Le premier, c'était clairement un objectif de communication et de valorisation des élèves dans ces formations. Le deuxième, c'était un objectif on va dire économique et touristique. Économique dans le sens où l'idée c'était de permettre à ces élèves d'être un peu en prise avec le monde économique et les entreprises qui gravitent autour de ces lycées. Le troisième, alors l'objectif touristique aussi, c'était de créer en fait, de faire de ces lycées des pôles un peu d'excellence, de présentation des savoir-faire traditionnels, français, de nos terroirs, parce que là on est quand même dans un coin de la France qui est particulièrement rural. Et le troisième objectif, c'était un objectif culturel qui était de rendre ces formations et ces savoir-faire plus proches des questions artistiques et des questions de création contemporaine. Voilà, donc le label Excellence des métiers d'art, il est à l'initiative du rectorat, mais en partenariat avec la DRAC et avec l'Institut national des métiers d'art. Le label, en fait, il est donné à un cursus, donc une formation d'un lycée pour une durée, pour l'instant, indéterminée. Donc en fait, si vous regardez la carte qui est derrière, qui est la carte à l'instant T, donc la Bourgogne depuis est devenue la Bourgogne-Franche-Comté. En fait, il y a 8 lycées qui sont labellisés côté Bourgogne, donc avec des formations art de la pierre, ferronnerie d'art, métier du bois, design, graphisme, art de la couture aussi. Et ensuite, toute une série de formations qui ont été identifiées en Franche-Comté et qui probablement seront labellisées dans les années qui arrivent. Donc quand la DRAC en fait, a été sollicitée
à la création de ce label, donc autour des années, je crois, 2009-2010, tout de suite s'est posé la question de comment faire rentrer la création contemporaine dans ces formations, et assez rapidement ont été mises en place en fait des résidences d'artistes dans les lycées. Donc en gros, le principe, c'est qu'un jeune artiste, enfin un artiste ou une artiste est mis en résidence, est placé en résidence avec les élèves d'une formation, donc un petit groupe d'élèves, et ils travaillent ensemble à la réalisation de son projet. Donc à l'heure actuelle, il y a 8 résidences par an qui s'inscrivent tout au long de l'année scolaire. Donc on retrouve, en fait, il y a une... Enfin, je continue à parler. J'ai l'impression que tu voulais intervenir. Donc en fait, il y a une certaine hétérogénéité des résidences, c'est-à-dire que les artistes qui interviennent dans ces filières ne sont pas du tout spécialisés dans la technique qui est étudiée. L'idée, c'est d'avoir vraiment une rencontre entre un artiste, un projet, et des élèves, enfin des étudiants, parce que parfois il y a des post-bac, qui eux, ont la maîtrise du savoir-faire et des techniques, et qui sont en fait en apport sur le projet. Voilà, donc c'est un dispositif c'est un programme à l'heure actuelle qui pose aussi plein de questions sur comment un artiste travaille avec des étudiants, avec des élèves, comment des élèves peuvent aussi co-construire le projet. C'est des formations qui sont extrêmement remplies. Enfin, les élèves ont des quotidiens très très chargés, donc il faut qu'ils arrivent à dégager du temps pour travailler avec l'artiste. L'artiste lui-même est introduit dans un atelier qu'il ne connaît pas forcément. Le fonctionnement de l'éducation nationale est une machine très huilée. Donc voilà. Peut-être une première question. On est plusieurs autour de cette table ronde à avoir été partie prenante de ce projet, de ce label, puisque j'ai accompagné et j'accompagne toujours d'ailleurs le label Excellence des métiers d'art lorsque j'étais chargé des expositions hors les murs au Parc Saint-Léger, donc le centre d'art de Pouglézo, Pouglézo serait à peu près à côté de Nevers, voilà, sur cette carte. Et Ève Chabanon a été la première artiste avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler dans le cadre de cette résidence. Je sais qu'il y a plusieurs étudiants en art dans l'Assemblée. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les différents établissements procèdent pour choisir un artiste qui sera ensuite amené à travailler avec ses apprentis ou ses étudiants Alors, depuis 2 ans à peu près que je m'occupe un peu plus précisément du programme, on a remis un partenaire culturel en fait, auprès de chaque résidence, justement pour éviter aussi que les artistes soient un peu tout seuls en fait, dans les ateliers, et qu'il y ait un centre d'art, un collectif d'artistes, un musée, une école d'art aussi, qui accompagne l'artiste dans sa résidence. Donc en fait, chaque lieu a un peu son propre mode de fonctionnement. Si on prend le cas du centre d'art du Parc Saint-Léger, le centre d'art fait un appel à candidature ouvert à tous les artistes pour une résidence donc, au lycée de Varzy, qui est un lycée en ferronnerie. Si on prend l'école d'art de Dijon, qui est partenaire du lycée Art de la Céramique, elle fait aussi un appel à projet, mais plutôt pour ses anciens élèves sur les 4-5 dernières années. Si on prend le consortium, ils sont plutôt en proposition d'un artiste. Ça dépend vraiment de la configuration. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont intéressés par ce type de résidence, le plus simple c'est d'aller sur le site de la DRAC, de regarder qui est partenaire et éventuellement de les contacter pour proposer des dossiers. Par exemple, pour parler de choses très pratiques et administratives, sur le cas du Parc Saint-Léger, l'appel à candidature il est ouvert. En fait, il faut que l'artiste propose une intention, enfin un pré-projet, voilà, avec évidemment un dossier artistique, et puis surtout soit disponible pour mener à bien ce projet. Oui, parce que le projet se déroule sur une année. Alors le projet se déroule sur une année scolaire, ça c'est assez important quand même qu'il y ait un début et une fin au projet. Le temps
de présence minimum, on va dire, de l'artiste, c'est 3 semaines. Après, en règle générale, les artistes restent beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu au départ, parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique, parce qu'il y a un temps d'immersion, de connaître un peu le groupe d'élèves qui est souvent plus long que ce qui est prévu. Mais en général, effectivement, c'est sur une année scolaire, sauf cas exceptionnel. Et j'ai une question aussi sur le... J'ai peut-être la réponse pour mon cas personnel, mais qui peut être intéressante. On voit que le lycée Alain Colas et l'ESSAB à Nevers sont partenaires de ce projet. L'ESSAB, c'est l'École supérieure des arts appliqués de Bourgogne, donc c'est pas exactement une école où on forme un savoir-faire traditionnel. Comment ils se sont retrouvés dans ce programme ? En fait, ce sont les derniers à avoir postulé, si je ne dis pas de bêtises, et le design étant reconnu dans les disciplines des métiers d'art, avec cette école qui est portée par l'éducation nationale, donc qui ne fait pas partie des écoles d'art, mais qui est vraiment filière éducation nationale, ils ont pu déposer un dossier et y prétendre. Donc les sections labellisées, si je ne dis pas de bêtises, c'est design d'objets et design graphique. Et design d'espace, les 3, ouais, pardon. Tout à l'heure, tu parlais de l'enjeu de donner une image positive de ces formations. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette idée. À quoi elle correspond exactement, cette image positive ? Parce que ça sous-entend qu'il y aurait par ailleurs une image négative, puisqu'on peut la rendre positive. En fait, sans caricaturer quand même les choses, on est dans des... Enfin, si je prends le cas du lycée ébéniste de la filière art du bois de Château-Chinon, on est dans des villes, des petites villes et des formations qui sont très très isolées en fait des centres urbains, en tout cas qui le vivent comme tel. Des lycées avec des internats, des élèves qui vivent sur place. Enfin, il y a vraiment cette idée de valoriser ce qui est fait au sein de ces écoles, de ces lycées qui se sentent un peu isolés. On est dans des coins qui sont quand même assez ruraux, sans dire du tout que l'artiste qui vient et qui travaille amène autre chose. Ça permet quand même un certain décentrement en fait. Et l'objectif de ce programme, même si dans les résidences c'est toujours l'artiste donc qui va dans le lieu et qui travaille, c'est aussi de permettre à un moment au groupe d'élèves qui a participé à une production de sortir en fait de l'école. Vous allez voir, enfin, je vais peut-être montrer quelques photos après des productions. Il y a des productions qui sont très réussies, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, enfin, en tout cas qui sont très anecdotiques dans la vie des artistes, après, puis même dans la vie de l'art en général. Mais il y a des expériences qui ont été assez fortes d'élèves qui ont accompagné en fait, les œuvres sur des expositions ou sur des performances, quoi. Ça pose tout de suite cette question qui va, je pense, nous animer pendant cette table ronde des pratiques collaboratives, comme de co-création, comme on dit actuellement. Et c'est, j'imagine, un des enjeux, justement, c'est de ne pas employer les élèves ou les étudiants dans un rôle de prestataire, mais plutôt de leur permettre d'accompagner par leur connaissance et par le métier qu'ils apprennent la création d'un artiste. Quels sont les endroits de difficulté ou au contraire les endroits où les choses peuvent être opérantes dans ce... Ouais, en fait, c'est un des enjeux, puis c'est aussi, je pense, un des échecs en fait, des résidences, parce que effectivement, il y a l'artiste qui vient avec un dessin pour qu'une production soit faite, qui revient uniquement 2 ou 3 semaines après pour constater en fait si la production a avancé. Qui lui-même ne maîtrise pas les techniques de ferronnerie ou le tournage du bois, il se positionne d'emblée en maître d'œuvre en fait, qui demande une commande à des élèves. Et là, en général, il y a des écueils et ça fonctionne assez mal. C'est pour ça que le choix des artistes, souvent, il est très important. Et l'idée que c'est quand même que la co-construction ou la co-construction des projets, elles sont un peu inhérentes à la pratique de l'artiste, quoi. Si on prend le cas de Mathis Collins, par exemple, qui a réalisé une pièce
une production en ferronnerie. Toi, tu pourras en parler, j'imagine, un peu après. C'est quand même bien qu'il y ait déjà cette dimension dans le travail. Là, donc, ce que je peux juste montrer, c'est un travail d'Aude Parisé qui a fait donc une résidence il y a quelques années à l'ESSAB, voilà, qui a fait tout un travail autour des images. Et cette production en fait a été exposée dans le cadre de Trocoum. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est dans un centre commercial. Ouais, on est dans le Carrefour Market de Nevers. Voilà. Et l'idée en fait, c'est effectivement qu'à la fin, les productions puissent être montrées dans des lieux de l'art ou autres, quoi. Donc ça, c'est une résidence à Châlons. Tu peux faire défiler hein, si tu veux. Donc avec une photographe qui s'appelle Claudia Imbert, qui a travaillé avec des élèves de l'option couture. Elle est partie en fait d'images. Les élèves, petit groupe d'élèves, donc 5-6 élèves et l'artiste, ont travaillé à partir des collections du musée Niepce, musée de la photographie, et on choisit en fait des images de fond, du fond, pour mettre en scène des personnages fictifs et travailler sur justement tout l'habillage en fait de ces personnages. Donc ce sont les élèves qui posent. Le projet en fait s'est complètement construit avec ces élèves-là. La photographe, donc Claudia Imbert, a laissé des tirages en fait à l'école à la fin de cette résidence. Donc ça, c'est une pièce qui a été réalisée aussi au lycée de la ferronnerie de Varzy, donc pièce quand même assez classique. Qui d'ailleurs a fait l'objet d'une acquisition par le musée, musée municipal, je crois, de Varzy. De Varzy, ouais. Alors les pièces qui sont produites, effectivement, elles vivent, enfin certaines vivent leur vie et puis circulent dans le monde de l'art. Donc sont achetées par... Il y a une pièce qui a été achetée par un frac après, puis certaines vivent leur vie aussi dans le monde de l'art et puis restent dans des lieux de stockage et n'ont pas d'une circulation. Alors donc ça c'est une pièce qui a été réalisée par Fanny Durand au lycée Art de la Céramique. Pareil, elle a travaillé avec des élèves, c'est quelqu'un qui avait jamais fait de céramique, donc tout un travail à partir du motif, souvent des motifs militaires, qui sont reproduits donc en céramique. Bon, vous allez voir en fait la variété des formes qui sont produites. Donc ça c'est l'image de la restitution. Pareil, des pièces qui ont été réalisées par Thomas Fontaine en céramique aussi. Et donc les deux artistes ont choisi de faire une exposition commune dans un musée de l'archéologie à Alésia, où effectivement les étudiants sont venus le soir du vernissage et on fait un texte très beau d'ailleurs pour l'inauguration. Est-ce que depuis le moment où tu as commencé à t'occuper à coordonner ces résidences, tu as perçu un médium ou, je sais pas, un projet de travail qui était plus facile pour les étudiants, qui était plus facile à s'approprier par les étudiants, où vraiment le travail avec les artistes était peut-être mieux permis, ou je ne sais pas si ma question est très claire. Est-ce qu'il y aura un médium, peut-être, parmi toutes ces résidences que tu coordonnes, qui favoriserait une forme d'équilibre entre la place de l'artiste, la place des élèves, et puis celui aussi de l'enseignement? Je pense pas vraiment en fait. C'est ce que je disais, au départ c'est un programme qui fonctionne quand même beaucoup sur le relationnel, beaucoup. Parce qu'on a du mal encore à mesurer si les productions à la fin vont avoir vraiment une résonance dans le monde de l'art, enfin en tout cas dans la vie artistique. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un médium qui fonctionne le mieux. Après, j'ai l'impression que certaines résidences sont des vrais succès d'expérience, mais avec des formes un peu anecdotiques à la fin. Par exemple, pour ne pas la citer, non, cette pièce qui est une pièce quand même très réussie, donc de Florian Sumy,
qui a été faite dans un lycée métier du bois à Varzy. C'est une pièce qui a été acquise par le Fonds régional d'art contemporain de Pays de la Loire, Pays de la Loire, voilà, qui est une pièce très réussie. Et je sais, pour ne pas le citer non plus, que les élèves, après le passage de Florian Sumi, ont gardé un souvenir un peu difficile de beaucoup de boulot, beaucoup d'exigences, et d'un objet qui, à la fin, leur appartenait pas et qui s'est retrouvé à circuler et à partir voilà, dans le monde de l'art. Alors que quand on regarde, c'est quand même une pièce qui est très réussie. C'est une horloge manuelle qui est très belle, voilà. Donc c'est toute cette question en fait un peu de à qui appartient finalement la production à la fin, qui est vraiment auteur. Ça c'est une question qui est beaucoup posée par les enseignants et les responsables d'ateliers dans ces résidences, qui parfois ont un regard très très dur en fait sur l'art contemporain et sur des artistes qui viennent, qui sous-traitent et qui repartiraient. Et c'est tout un enjeu à découdre et à démonter, quoi. Cette pièce, quand elle est acquise par le FRAC Pays de Loire, est-ce que tu sais si dans son intitulé ou dans la légende de cette œuvre, il est indiqué clairement qu'elle a été produite en collaboration avec des étudiants, enfin avec des lycéens? C'est censé, oui, c'est censé l'être, oui. Et oui, c'est confirmé par la conseillère plastique de Pays de la Loire. Formidable. Donc oui, c'est censé, oui. Et c'est assez important, je pense. Ça me paraît essentiel. Ouais. C'est assez important pour les élèves. Donc là, une autre pièce de Loïc Pantali qui s'appelle le Locomotis et qui, pareil, a été réalisée donc, dans les ateliers ferronnerie. Et c'est donc une machine en fait qui s'anime, qui s'active. Et je crois que là, elle est exposée au musée de Varzy, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Pareil, autre pièce qui a été réalisée en ferronnerie, assez conséquente. Alors là, c'est une résidence récente, donc c'était dans le lycée des arts, section art de la pierre. Donc c'est une jeune sculpteur qui s'appelle Aurore Caroline Marty. C'est la première fois. C'est un atelier qui est très difficile parce que c'est une formation très. En fait, les ateliers sont isolés du lycée, donc c'est une formation essentiellement masculine. Enfin, les responsables d'ateliers sont des hommes, tous les élèves sont des hommes. Et l'arrivée d'une jeune femme a été un peu disruptive, pour reprendre les mots à la mode, dans le fonctionnement de l'atelier. Surtout que c'est quelqu'un qui travaille, donc qui n'avait jamais travaillé la pierre. Là, en plus, on est vraiment que sur des pierres dites un peu nobles en Bourgogne, pierre de Chassagne, enfin voilà, je vous cite pas tout ça. Donc elle est arrivée, elle travaille beaucoup sur des matières plus pauvres. Peut-être si tu peux avancer un petit peu, voilà, sur des matières un peu plus pauvres, sur de l'ornementation, beaucoup de décors, des paillettes. Elle récupère du polystyrène. Donc ça a complètement fait exploser l'atelier. Là sur cette photo, donc c'est à la fin de la résidence, elle a un peu fait un petit pot, montré le travail. Vous voyez les élèves en fait qui ont participé, là les 5 qui sont sur le côté. Avec les bras croisés, qui vraiment ça s'est très bien passé, mais qui ont eu une attitude quand même très méfiante en fait quand elle est arrivée. Et elle a évidemment redoublé de travail, elle a été très très présente pour que ça fonctionne. Mais je me permets de t'interrompre, mais oui. Cette attitude méfiante, j'ai l'impression, encore une fois, par l'expérience que moi j'ai pu avoir, qu'elle existe assez régulièrement, assez souvent. Oui. Comment, parce que nous, on a pu avoir le retour des artistes, un retour parfois extrêmement positif, qui mettait en avant l'expérience vécue. Parfois, les artistes eux-mêmes savaient très bien que la direction prise par la création collective ne leur permettrait peut-être pas de faire de cette œuvre un élément essentiel de leur corpus. Mais il était beaucoup plus difficile d'avoir le retour des établissements et des enseignants qui étaient dans une certaine réserve qu'on comprend bien par rapport aux collaborations. Est-ce que, toi de ton côté, ces retours-là, où parfois on a l'impression pour les artistes que leur présence est vécue comme un peu parasite, sont vécus de la même manière du côté des corps enseignants et administratifs des établissements?
Pareil, sans caricaturer, généralement avec les élèves ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a souvent des figures d'artistes des artistes qui sont jeunes, il y a des générations en tout cas très proches, et ça se passe vraiment, vraiment très bien, même si au départ il y a un peu de méfiance, la relation elle se fait assez facilement. Avec les enseignants et les chefs d'atelier qui sont des personnes clés en fait dans les lycées des métiers d'art, c'est parfois un petit peu plus compliqué. L'artiste, avec une façon de travailler, une démarche, un projet d'auteur en fait qui lui est propre, fait souvent un peu bouger les lignes de ces machines qui sont très de ces gens qui ont souvent le nez dans le guidon. Voilà. Donc c'est vrai que parfois c'est difficile, il y a des situations un peu houleuses. En général, c'est là qu'on appelle la DRAC. Et c'est là qu'on y va pour voir comment ça se passe. Mais non, ça peut être parfois assez difficile. Après, c'est le jeu, c'est-à-dire que c'est aussi ça les résidences. Il y a beaucoup de relationnel. On est dans des endroits un peu isolés, donc oui, il y a une part de clash. C'est aussi pour ça qu'on demande aux partenaires culturels quand même d'être un peu présents pour cadrer tout ça et pour éviter des confrontations un peu trop fortes, quoi. Et concernant l'ouverture des élèves à d'autres formes que celles qui sont dans leur enseignement, est-ce que à ce niveau-là les enseignants sont satisfaits? Ce qu'on fait de plus en plus, c'est que les enseignants sont associés au choix du projet et au choix de l'artiste. Au départ, on a demandé aux partenaires culturels de présenter plusieurs dossiers, ou s'il y a un appel à candidature, les enseignants sont associés au choix. Donc évidemment, ça les implique beaucoup plus et évidemment, ils subissent un peu moins le projet. Après, vraiment, il y a plein de fois où ça se passe très bien, hein. Je ne veux pas noircir le tableau. Mais c'est pas simple d'avoir une nouvelle personne qui travaille dans l'atelier. Voilà, c'est pas simple. Je sais pas comment, Ève, toi parce que je veux pas parler à la place des artistes non plus. Oui, ça peut être intéressant d'avoir. Ouais. Peut-être, tu disais qu'il y avait peut-être une image. Peut-être une image, d'Ève au travail. Donc, ce sont des maquettes qui ont été faites par des élèves, des étudiants. Ça, c'est peut-être un projet sur lequel je reviendrai juste avant voilà, Ève. Super. C'est bien comme mise en abîme. C'est bien toi. C'est formidable parce que du coup, on voit pas d'étudiants, on voit que des encadrants. Que moi. Et surtout toi, voilà. Ouais. Flou. Nous, on n'avait pas d'atelier, c'était avec des étudiants en graphisme, un BTS en graphisme. Et il s'avère que j'avais étudié le graphisme, donc en plus, on avait à peu près un vocabulaire commun. Et puis du coup, ce que j'avais proposé pour éviter un peu ce côté maître d'œuvre et puis l'utilisation d'étudiants pour un projet personnel, c'était plutôt une sorte de protocole, un protocole performatif à l'issue duquel les étudiants devenaient des membres d'un groupe de musique. Et puis ils devaient plus ou moins penser la légende de ce groupe et comment l'inscrire dans une réalité. Donc c'était plutôt un atelier fictionnel. Et puis à la fin, il y avait tout ce projet pour la restitution qui était la traduction de ce livre qui s'appelle The Manual How to Have the Number One the Easy Way, qui est un livre écrit par un groupe qui s'appelle KLF et qui, grosso modo, donne la recette de comment faire le tube numéro 1 dans les charts anglais dans les années 80. Et un livre après lequel, quand le groupe l'a publié, l'année suivante, on fait le tube numéro 1 et donc on a appliqué eux-mêmes la recette et c'est une sorte de légende à l'intérieur de ça. Donc chaque étudiant devait prendre une page et traduire à sa manière cette page, donc sans être traducteur, mais vraiment avec ses mots. Et finalement, cette idée d'être number one, d'être numéro 1, c'était vraiment sur cette question d'ambition et comment eux-mêmes se projetaient finalement dans leur futur, dans leurs études et où ils allaient, quoi. Donc on est beaucoup moins dans le faire, beaucoup moins dans l'objet, qui était vraiment lié à la structure, aux moyens sur place, etc. Vraiment s'adapter plutôt à eux, leurs attentes et à une forme pédagogique, je crois. Une forme d'expérience qui me paraît extrêmement importante. Et je parlais ce matin de la figure de Richard Sennett, dont Ingrid, je crois, parlera un petit peu, mais qui fait justement, qui valorise vraiment la dimension de l'expérience, de la répétition, et même de l'échec dans ce contexte-là de tentative, comme finalement un des éléments qui est essentiel dans l'idée de l'artisan au travail.
Tu voulais revenir sur un projet, je crois. Je voulais donner une info un peu technique, mais en fait, juste quand même pour ce programme, donc la résidence, en fait, la DRAC verse une subvention de 5 000 € par projet et par an. Donc après, sur ces 5 000 €, l'artiste est payé évidemment pour son temps de résidence et prend aussi une partie des frais de production de la pièce. Enfin de là où les pièces, ou la forme, ou les formes, peu importe. Il ne faut absolument pas modéliser, en tout cas, les rendus. Et les établissements scolaires, maintenant, parce qu'on a essayé un peu de cadrer quand même ce programme avec une charte, un mode d'accueil des résidences un mode d'emploi pour les résidences d'artistes, etc. L'établissement donne en fait les matières premières pour produire la pièce. Donc s'engage aussi un peu financièrement sur la production. C'est pas du tout simple. On a des établissements qui sont un peu exempts aussi, qui ont des gros problèmes financiers. Mais ce qui nous est souvent reproché, c'est que ce sont des projets qui concernent très très peu d'élèves en fait. 5, 6 élèves, pas plus, qui sont mobilisés. Donc ça rayonne pas dans tout l'établissement. Voilà, c'est pas 100% des élèves qui sont touchés par ce genre de projet, quoi. Et quels sont les moyens mis en œuvre par les partenaires culturels? Est-ce que c'est des moyens financiers, des moyens en nature, des moyens de démonstration? Alors en général, déjà on leur demande d'accompagner l'artiste, si possible de le loger s'ils ont des lieux de résidence, accompagnement technique. Après, certains lieux rajoutent un peu du budget à la fin pour exposer les projets. Ça a été le cas à Nevers là, récemment. Quand ça rentre dans leur programmation. Ce qui est vraiment important, c'est que le partenaire joue un peu son rôle aussi de faire sortir les élèves et de les amener en fait dans son lieu et dans son univers. Parce que c'est ça aussi l'objectif in fine, c'est quand même que ces élèves qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des lieux d'art, y aillent en fait, tout simplement, et comprennent un peu comment ça marche et soient un peu à l'aise avec tout ça. Même si c'est pas en une fois que ça marche, mais soient un peu à l'aise, quoi. Juste peut-être le projet sur lequel je voulais revenir, c'est sur celui-là. En fait, ce projet, il a été réalisé au lycée d'Autun, au lycée de Château-Chinon. Donc Château-Chinon, je reviens toujours sur cette ville, mais qui est vraiment une ville un peu isolée, ville historique de François Mitterrand, mais dans un lycée assez compliqué, avec des enseignants un peu durs. Voilà. Et donc la section bois avait accueilli 2-3 projets qui s'étaient très très mal passés de résidence, avec des clashs, un artiste notamment qui était parti en plein milieu de résidence. Donc on ne savait pas trop qui choisir et comment fonctionner. Et en fait, j'ai proposé au consortium, donc le Centre d'art contemporain, qui a un département musique qui s'appelle Why Not, qui a une programmation musique contemporaine, de bosser sur la résidence avec moi. Donc ils ont fait venir Sébastien Bacchias, qui est contrebassiste, donc qui n'est pas un plasticien. Voilà. Et assez vite, ils ont travaillé sur la question des instruments et des bruits en fait dans l'atelier. Ça a été une proposition des élèves. Donc pendant un an, ils ont travaillé en fait à produire une forme sonore et donc une performance, en fait un concert à partir de tous les sons de l'atelier et de leur environnement. Et ça a été donc c'est pas une forme d'art contemporain au sens pur tel que le programme le veut, mais ça a été plutôt réussi parce que les élèves ont fait un concert, une performance donc à la fin de l'année dans leur école. Et comme ça s'est plutôt bien passé, ils sont allés au consortium pour faire la première partie d'un concert. Donc c'était plutôt chouette. Donc voilà, ça dure, je ne sais plus, une demi-heure. Je crois qu'il y a une vidéo sur Internet où on peut voir ça. Ils ont évidemment tenu à garder leur bleu pour cette performance. Et c'était assez beau comme histoire parce donc on leur a évidemment imposé une visite du centre d'art et d'une expo, ce qui était quand même, fallait le faire. Et à la fin, quand on a été dans les loges pour discuter avec les élèves, tout de suite on leur a dit bon alors c'est la première fois que vous venez au consortium, ce lieu hyper important de l'art contemporain, vous en pensez quoi?
Et tout de suite, ils nous ont dit non, mais nous, c'est la première fois qu'on vient à Dijon, on est juste super content d'être là. Et puis bon, on a envie d'aller boire des coups. Et puis voilà, l'expo, c'est bon, ça y est, on l'a vu, quoi. Donc en fait, Château-Chinon, c'est à 2h30 de Dijon. Et c'était la première fois qu'ils venaient pousser la porte d'un centre d'art et jouer dedans. Et en plus, faire une super prestation avec plein de monde, c'était très bien, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'est une réussite, quoi. Bravo pour cette réussite. Je n'ai pas fait grand-chose. Non, mais c'est sûr que c'est quand même une résidence qui permet des rencontres, et j'imagine aussi parfois, pas toujours, mais des moments relativement privilégiés pour certains étudiants qui sortent complètement de leurs habitudes. Oui, il y a des demandes de stage aussi de la part d'élèves qui ensuite veulent faire des stages avec des artistes. Et là, récemment, l'école d'art de Dijon est partenaire d'une des résidences, et il y a même un des élèves qui veut aller faire une école d'art. Donc là, on se dit qu'on a gagné 1 ou 2 points. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Je vais maintenant passer du coup la parole à Ève Chabanon, qui donc a commencé à nous parler de son expérience à l'ESSAB à Nevers. Ève, je vais te présenter rapidement. Tu es artiste, tu as étudié à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, ainsi qu'à Paris 4, la Sorbonne, et à l'Open School East à Londres. À travers la performance, l'écriture et les objets, tu crées des situations qui impliquent généralement des communautés locales, des groupes marginalisés, à l'intérieur et à l'extérieur de structures éducatives qui produisent des espaces de questionnement et de débat. Donc tu es lauréate de la 9e édition du prix Sciences Po, et parmi d'autres, ton travail a été présenté récemment au FRAC Grand Large Hauts-de-France, Dunkerque, à la Anka Gallery à Brighton, ainsi qu'à Clearview à Londres. Et on va tout de suite parler d'un projet que tu as développé pour Lafayette Anticipation à Paris. Voilà, je te laisse la parole pour nous parler de tout ça, et je te poserai éventuellement des questions. C'est un projet qui a commencé donc il y a à peu près 2 ans maintenant, à l'invitation de Lafayette Anticipation, qui à ce moment-là n'était pas encore ouvert, le bâtiment n'était pas encore construit, a participé à une exposition qui se déroulerait plus d'1 an plus tard. On m'avait proposé à ce moment-là de travailler avec une association, les commissaires m'avaient proposé, une association qui s'appelle TOT, qui est une association de langue française, de cours de langue française pour des personnes en exil à Paris. Alors, à savoir que des personnes en exil, ça couvre beaucoup de statuts différents, des personnes qui ont du coup pas les mêmes droits sur le territoire et qui partagent par contre un même quotidien. Et donc j'ai assisté pendant un certain temps les classes à l'intérieur de cette structure, et je me suis rendu compte que déjà c'était des classes un peu particulières dans le sens où tout le monde venait de régions du monde différents, avait des âges différents, avait des genres différents, et surtout avait déjà des métiers, et des métiers absolument différents, très très divers. Dans une même classe, on pouvait avoir un policier irakien et en même temps une mère de famille ukrainienne, une mère au foyer, un étudiant en philosophie ou en économie tibétain qui étudiait en Inde. Voilà, tout ce monde-là réuni et s'aidant à apprendre à travers un certain nombre de langues et de traductions le français pour essayer de s'inscrire sur le territoire. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait qu'aucun d'entre eux ne réalise leur métier une fois arrivé en France. C'est-à-dire que tout le monde se reforme ou retrouve quelque chose d'autre. D'abord parce que ce n'est pas véritablement un choix, c'est plutôt une urgence de la part des structures qui vont les accompagner à trouver tout de suite un travail pour ceux qui ont le droit de travailler. Et donc, quel que soit ce travail, le faire immédiatement. Donc, on perd complètement son rapport de compétence. Et au-delà de perdre une vie et de perdre un parcours, on perd aussi ce qui crée une identité et ce qui nous tient, qui est aussi en partie notre travail pour certains. Et donc, au bout d'un moment, je me suis posé aussi la question, moi, en tant qu'artiste, quel était mon travail, comment je pouvais travailler dans plein de pays différents, et comment est-ce que les contrats sont plus flexibles, justement, pour voyager, et du coup, comment est-ce que les structures de l'art peuvent permettre à des personnes n'ayant pas le droit de travailler en réalité légalement. Donc, à partir de là, j'ai travaillé avec une avocate pendant un certain temps. On a trouvé plusieurs failles dans des systèmes et dans des lois, mais ces failles étaient tellement spécifiques qu'il aurait fallu réellement réaliser un casting pour trouver les personnes qui pouvaient remplir cette option-là, en termes de projet, je veux dire, en termes de projet artistique, ce qui est extrêmement violent et pas du tout l'ambition. Du coup, c'est quelque chose qu'on transmet, qu'on continue à expliquer si on nous pose des questions sur ces systèmes-là. Mais j'ai
un peu détourné le projet au fur et à mesure, en s'adaptant aussi à des réalités. Et j'ai resserré la chose à ma communauté, à mon domaine, qui est son domaine des arts et de l'image et du son. Et donc essayer de travailler avec des personnes, artistes, artisans, qui travaillent en cinéma, qui travaillent dans la musique, et savoir comment est-ce qu'ils peuvent accéder à leur propre pratique. En sachant qu'à ce moment-là, on a défini un terme qui s'appelle la non-production, et que le projet s'appelle le surplus du non-producteur, qui reprend ce terme en économie qui est le surplus du producteur, une différence entre le prix de revient et le prix d'achat. Je reviens après, parce que sinon on en a pour 1h30. J'essaie de traverser le sujet, puis après on revient sur les questions. Donc la non-production, c'est avant tout cet empêchement de travailler. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, j'ai besoin d'un certain nombre de structures, j'ai besoin d'un réseau, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de lieux de travail, j'ai besoin de ma langue, j'ai besoin de plein de choses qui vont me permettre d'échanger et du coup d'avoir une structure qui va me permettre de travailler. Et que souvent, ces structures n'existent plus et que du coup, la pratique, même si on a le droit légal de travailler, c'est pas pour autant qu'on peut la réaliser. Et donc, il fallait trouver une économie pour reconstituer une sorte de groupe, une sorte de collectif, quasiment une association, une coopérative en réalité, qui redonne du travail aux personnes qui sont empêchées, qui sont séparées de leur propre pratique. Pour ça, on a décidé de mettre en place un film parce que c'est une économie, une entreprise à part entière, et qui du coup nous permettait d'être relativement indépendants à partir du moment où on trouvait un certain nombre de subventions. Et pour commencer ce film, on a travaillé avec des décors, et pendant tout ce processus, j'ai rencontré beaucoup d'associations différentes, notamment les ateliers des artistes en exil, qui eux travaillent vraiment avec des artistes en exil, donc, et la Fabrique Nomade, qui est devenue très importante dans la structure du projet, qui est une association qui travaille avec des artisans réfugiés. Je dis réfugiés parce que l'accès au travail se fait aussi par rapport au statut, et que quand on est en demande d'asile, par exemple, on n'a pas le droit de travailler, qui est un statut. Demande d'asile, c'est en attendant la réponse positive ou négative d'avoir accédé au statut de réfugié politique. Donc les personnes qui ont accédé à ce statut ont un permis généralement de 10 ans de séjour, et là, ils ont enfin le même droit citoyen, on va dire, que les restes des personnes en France, et du coup, le droit de travailler. Par la Fabrique Nomade, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Abou, du BAF, qui venait de Tchétchénie et qu'on voit sur la photo derrière moi. Et Abou est stuccateur. Le stuc, c'est une technique qui permet de copier le marbre à partir de pigments et de plâtre. C'était une technique qui était européenne à la base, mais qui a beaucoup été développée, puis complètement passée de mode. Et donc la transmission, l'enseignement et puis encore la pratique est quasiment disparue en France et en Europe. Mais par contre, a continué dans d'autres pays. Et on a beaucoup parlé avec la Fabrique Nomade de ces techniques qui reviennent via les flux migratoires, on va dire. Donc des techniques oubliées qui ont été amenées dans d'autres pays, notamment par des structures coloniales, et qui finalement reviennent alors qu'on les a oubliées, qui deviennent des choses extrêmement précieuses. Donc Abou est une rare personne encore en France maintenant à connaître cette technique. Lui avait l'habitude de travailler en Russie, là où il était formé, sur des énormes structures, des palais, des colonnades, etc. Donc il faut quand même un certain espace, il faut du matériel. Et puis surtout, il faut une structure administrative, parce qu'en tant qu'indépendant, il n'était pas capable de pouvoir gérer la charge administrative que ça pouvait comporter, notamment en termes de langue, mais aussi de taxes, etc. Donc avec la Fabrique Nomade, on a constitué une sorte de structure qui a permis, avec le budget de production de la pièce, notamment que la Fondation Lafayette salarie Abou du BAF, et donc ne pas travailler en indépendant comme on le fait tous en tant qu'artiste ou en tant qu'artisan, mais réellement avoir un contrat salarié qui est important parce que, notamment, on le fait peu aussi parce que ça demande beaucoup plus de charges et du coup ça coûte beaucoup plus cher à la structure, mais cette charge supplémentaire en fait permet un certain nombre de sécurité, on va dire, dans la vie du quotidien, et par exemple a permis à Abou notamment de faire des demandes de logement et d'obtenir enfin un logement après plus de 3 ans dans des espaces partagés assez compliqués. Notamment aussi du coup de s'inscrire dans un milieu professionnel, d'avoir une structure importante et reconnue qui le soutient, qui du coup lui permet aussi de continuer à faire des démarches pour faire venir sa famille, pour pouvoir continuer à vivre en France quand ses permis de séjour sera passé. Donc une fois qu'on s'est trouvés tous les deux avec ce contrat salarié, avec toute la structure administrative qui nous permettait de travailler, il a été question de qu'est-ce qu'est ce travail. Donc avec vraiment une différence de langue déjà, d'âge, de pratique, parce que moi l'objet n'est pas dans ma pratique, c'est pas quelque chose de naturel du tout. Et donc oui, il fallait pouvoir démontrer sa technique et démontrer c'est possible tout ce qui était capable de réaliser d'une certaine manière. Et plutôt que du coup simplement copier un marbre comme il avait l'habitude de faire, et du coup vraiment créer un trouble entre la réalité
et cet artefact, on a décidé d'inventer une pierre et que cette pierre intégrerait énormément de techniques différentes qui normalement, et de couleurs qui normalement ne seraient jamais utilisées en même temps en pratique du stuc. Parce que justement, ça montre immédiatement la fausseté de la chose, de l'artefact. Et cette pierre, je lui ai proposé des pierres paésines, des pierres à images, qui sont aussi connues pour représenter, des petites pierres qui représentent comme des paysages ou des villes en ruine. Donc c'est aussi appelé des marbres ruines, et qui ont été beaucoup utilisés pendant un moment dans des théories pour réfuter l'idée des fossiles, en disant que si la nature pouvait copier des paysages entiers, elle pouvait bien copier un poisson, et que ce n'était pas du tout des éléments qui se seraient fossilisés. Donc en repartant comme ça d'une série d'images, de photos, en visitant des archives, en allant voir des pierres, etc., on a constitué une sorte de grande pierre qui serait en réalité une sorte de cartographie, un territoire un peu imaginaire, qui nous permettrait de travailler et d'expérimenter cette technique ensemble. Et donc je suis restée avec Abou dans les ateliers pendant tout le temps de la fabrication, aussi pour pouvoir communiquer avec les restes des équipes, demander de l'aide, trouver les bons matériaux, parce que par exemple le plâtre, moi j'ai découvert qu'il y avait énormément de plâtres différents et qu'en fonction de quand il était fabriqué, l'origine de la pierre, etc., la propriété n'était pas du tout la même et du coup nous ne pouvions pas obtenir les mêmes résultats, les mêmes motifs. Et donc au fur et à mesure, Abou a fini par me transmettre extrêmement généreusement sa technique aussi, en me montrant avec lui. Et puis on a travaillé à 4 mains aussi pour des questions de temps. Et on a constitué cette pierre. Là, on vous la voit. C'est juste après l'avoir retournée. Donc ça pèse à ce moment-là environ 300 kilos. Ça pèse son petit poids. Ça fait déjà un mois qu'on travaille dessus. Je vous explique très vite. Le stuc, c'est vraiment un mélange de plâtre pur, pigment et colle d'os. Point. Donc on va travailler cette pâte, on va en faire une sorte de pâte à modeler et au fur et à mesure, on va venir l'écraser sur un support. Donc il va prendre la forme. Et ce qui est intéressant, c'est la contreforme, c'est pas le dessus. Donc on va devoir retourner comme un gâteau cette énorme plaque. Et là, on en est exactement à ce moment-là. On vient de retourner la planche, on vient de retourner toute la structure et on se retrouve avec cette espèce de croûte très brute. Et à partir de ce moment-là, il y a tout un travail de surfaçage qui va arriver, qui va être un travail où on va poncer énormément jusqu'à obtenir une pierre qui ressemble à du marbre. Et là, on peut faire défiler les images. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Voilà, on ponce ensemble. Vous voyez. Là, vous voyez un peu des détails de la pierre qui commencent à apparaître au fur et à mesure. Donc, on pousse sous l'eau. Donc, c'est un processus un peu spécial. Et ça, c'est la pierre finie dans l'espace d'exposition. Cette pierre, elle nous sert à plusieurs choses. Déjà, à montrer le savoir de Abou, à le montrer à d'autres artistes qui pourraient en avoir besoin ou avoir envie de l'appeler pour ses services, à des architectes, à un certain nombre de corps de métier qui pourraient l'utiliser, à des enseignants qui voudraient transmettre cette technique, etc. Là, on voit un peu plus de décors aussi, d'éléments. Et cette pierre, elle nous sert à un autre niveau, c'est-à-dire dans le film, elle est l'un des décors principaux. Et ce film est entièrement fait avec des personnes dans une situation similaire d'exil. Donc, par exemple, le scénariste avec qui on travaille sur toute une partie fictionnelle vient de Syrie et lui a beaucoup travaillé pour la télé, notamment un peu l'auteur des Feux de l'amour syriens, extrêmement diffusé dans le monde arabe, et une expérience comme ça assez importante du scénario, aussi en long métrage. L'acteur principal qui nous aide dans la direction d'acteur est kurde de Turquie. Lui a beaucoup travaillé dans les centres communautaires kurdes, a beaucoup travaillé sur les questions de transmission et joué non seulement dans le théâtre mais aussi dans le cinéma. La personne qui fait la bande-son est ouïghour, Nassima, qui, elle, de génération en génération, chante et danse, et en couple avec quelqu'un aussi avec qui elle a un duo. Et c'est un élément aussi important dans le sens où la communauté ouïghour est une communauté qui est en train de se faire détruire, qui est en train de se faire taire aussi, éteindre par différents gouvernements, des systèmes politiques dont je n'entrerai pas et que je ne suis absolument pas spécialiste pour en parler, mais qui, grosso modo, il y a une interdiction pour le peuple ouïghour de porter des vêtements qui représentent leur communauté et aussi de transmettre leur histoire et leur chant. Donc c'est un acte de résistance extrême de non seulement se présenter publiquement, c'est prendre des risques pour la famille, pour les personnes encore sur place, mais aussi vraiment chanter et prôner cette culture et essayer de la transmettre. On a notre monteur, Abodi, lui aussi, qui est syrien et qui a avant tout travaillé pour les chaînes de news et qui a fait un travail extrêmement dangereux pendant très longtemps, d'aller chercher des sources en Syrie pour filmer ce qui se passait au fur et à mesure des conflits, les renvoyer à des chaînes d'information, puis les rééditer et produire pour ensuite les envoyer sur des grandes chaînes d'information pour les reportages que nous voyons à la télé, et a pris un certain risque
qui a un risque mortel et qui est l'une des raisons aussi de sa présence en ce moment en France en protection. Voilà, donc on a vraiment des équipes extrêmement diverses et qui ensemble, ça fait donc plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet, sur comment non seulement montrer leur savoir, mais aussi les utiliser pour que eux-mêmes simplement fassent leur métier, ce qui est loin d'être évident en réalité. Et on ne croirait pas comme ça, mais il y a tout un suivi psychologique, administratif et technique pour permettre à chacun de retrouver comme ça une confiance d'abord, mais aussi sa technique et son matériel et pouvoir s'y exprimer à nouveau. Voilà. Et donc cette table est une scène, notre table de travail dans le film, mais aussi des scènes pour les concerts de Nassima, etc. Donc il y a tout un truc qui s'entremêle. Ça fait peut-être pas sens tout de suite, mais ça le fera très bientôt. Le film sera fini l'année prochaine, si on arrive à trouver tout ce qu'il faut. Dans quel contexte le film sera-t-il montré ? Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue dès le départ, qui était je suis artiste, la première diffusion serait le monde de l'art, sauf que ça serait pas suffisant d'une certaine manière, puisque ce film, d'une certaine manière, est un grand CV pour l'ensemble de l'équipe, et que du coup, le monde de l'art étant ce qu'il est, mais il est avant tout restreint. Et que du coup, eux travaillant dans différents lieux, et aussi dans le cinéma par exemple, ou dans le son, avaient besoin d'une audience plus importante. Et du coup, il y a eu cette exigence non seulement de cadre, mais une exigence d'image, une exigence de technique, pour qu'ils puissent être diffusés aussi sur festival ou à la télé. Donc on travaille vraiment avec des équipes cinéma, avec des producteurs aussi cinéma, etc., qui est pareil, un exercice tout à fait nouveau pour moi, et une exigence aussi que je ne connaissais pas. Tu le disais, c'est assez juste. Quand on connaît un peu ta pratique, on pense absolument pas dès le départ à la question de l'objet. On pense beaucoup plus à celle des communautés, ou en tout cas de ton travail qui peut être développé autour des questions du collectif. Du coup, cet objet, comment tu l'as présenté à Abou ? Comment tu lui en as parlé ? Est-ce que tu l'as sollicité aussi dans cette perspective de venir interroger quelque chose à travers cette production ? C'est-à-dire que c'est un objet qui interrogerait sa nature ontologique d'objet telle que tu l'as produite avec lui, pardon. Ou est-ce que, au contraire, un peu comme on l'évoquait ce matin avec Sébastien ou Marie-Aurore, tu as pu essayer de lui proposer quelque chose, de discuter des formes, de déplacer un peu toi-même ta pratique vers lui pour être dans une relation normalisée, artiste-artisan, comme on a pu aussi les évoquer à l'instant. Déjà, je crois que c'est plutôt lui qui m'a demandé, finalement. Au tout début, quand je lui avais proposé de peut-être faire quelque chose, sa première réaction était « j'en ai marre, ici en France, on me demande de faire des coquetiers, des dessous de plats, quoi. Et moi, je fais des palais, quoi. C'est pas du tout à la hauteur de mes compétences. » Et du coup, il y avait déjà cette ambition pareille d'avoir un objet important, un objet très volumineux. Et puis au départ, je ne savais pas très bien quel pourrait être cet objet, donc il fallait lui trouver une fonction, une utilité pour la suite du projet, pour les autres aussi. Et puis du coup, la taille s'est imposée simplement, enfin on l'a décidé ensemble, vraiment. On me disait une petite moyenne pour pouvoir vraiment présenter mon travail, c'est 3 mètres de long, quoi. Donc voilà, j'ai dessiné un objet de 3 mètres de long, puis 1,50 m de large, parce qu'il fallait quand même qu'on marche dessus. Puis il fallait une solidité, donc il avait pensé à une structure en acier, bref. Au fur et à mesure, comme ça, je répondais à ses attentes. Et puis à un moment, il y a eu toute la question de l'autorité de l'œuvre, en sachant que c'est moi qui, par rapport à ses besoins, il m'expliquait des besoins et je répondais par des propositions de forme. Donc c'est pas tant qu'on choisissait des formes ensemble, mais qu'il y avait vraiment un dialogue qui répondait à ça. Et puis un jour, il y avait un peu cette question d'autorité de l'œuvre et du coup qui si l'œuvre était vendue, qui en avait les parts, etc. Et puis c'est Abou qui m'a rappelé une chose, parce qu'il est très naturellement, que lui, il était payé pendant tout l'espace de production et pas moi. Que ma rémunération en tant qu'artiste était la vente de mon œuvre et qu'ensuite, il était artisan, j'étais artiste. Et que c'était moi qui devais non seulement prendre les décisions, mais surtout porter la responsabilité de la chose. Et que c'était aussi ça, pour ça que quand je vends l'œuvre, je prends l'argent d'une certaine manière. C'était sa logique à lui, et que lui, il était ravi de pouvoir faire ce projet, y aller, et puis montrer cette technique, et puis la développer avec moi, mais que si ça foirait, c'était pas de sa faute, c'était la mienne. Et voilà, il y avait ce truc-là où les choses étaient très, très expliquées, et c'est lui qui me les a restructurées, qui m'a rappelé un peu aussi ça. Quel regard il a porté sur l'installation de la pièce dans ce bâtiment flambant neuf de Remkoula ? C'est une installation qui
reprend somme toute les codes assez ordinaires de l'art contemporain. Il y a des fleurs qui sont en train de se décomposer. Pareil, moi je fais pas trop d'expositions, je suis vraiment dans le vécu, dans des formes complètement autres. Enfin, c'est pas... Donc c'était un exercice un peu douloureux pour moi de re-rentrer dans ces codes, mais il fallait une exposition, il fallait un espace dans lequel on puisse le voir de haut. Donc l'emplacement a été choisi en fonction de ça, il fallait une lumière naturelle. C'est pareil, c'est des demandes aussi qui me faisaient et que j'ai essayé d'écouter et de repositionner en fonction en fait. Après, pour lui, c'était un grand moment de fierté aussi, un grand moment d'explication. Il y a eu beaucoup de médias, parce que c'était à l'ouverture de la fondation. Donc il y a eu beaucoup d'attention portée sur cette fondation à ce moment-là. Il s'avère qu'il n'y avait que 2 artistes qui traînaient, c'était Abou et moi, et que du coup on s'est retrouvés avec toutes les caméras braquées. Et il est passé sur M6, sur TV5, sur Arte, bref, il y a eu beaucoup de choses. Il a pu parler du coup de lui, de sa pratique, il a pu montrer. Enfin, je crois qu'il était vraiment ravi de ça et ravi aussi de pouvoir montrer à sa famille, à des endroits, à ses amis, à ses anciens collaborateurs qu'il y avait des choses qui existaient et qui se laissaient pas oublier, quoi. Parce qu'il est tout seul en France, ou il a de la famille avec lui Il a une de ses filles avec lui. Une de ses filles. Merci. Quand on parle de ton travail, j'ai moi-même entretenu cette idée que tu ne crées jamais de forme, mais c'est pas tout à fait vrai. Et Barbara Quintin, qui est ici à côté de moi, peut en témoigner, puisque vous vous connaissez depuis vos années. Alors toi au Beaux-Arts, enfin à la R à Strasbourg, et toi à la R également à Strasbourg, donc c'est une histoire qui nous amène en Alsace. Et vous avez créé ensemble certaines éditions, je crois. Barbara, si tu veux en parler. C'était en 2012 avec Ève, on était un peu à la fin de notre scolarité, on allait bientôt terminer, et puis on s'est un peu rencontrés sur des questionnements et des pratiques de production de façon assez générale, avec ce mot, quoi, la production. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens qui étaient des moyens d'étudiants à cette époque-là, donc c'est-à-dire que on a un peu besoin de survivre, de bossouiller, on doit payer vite fait un loyer, on doit manger des frites, des pâtes, on n'a pas besoin de beaucoup plus, quoi. Et comment on peut réussir à trouver et à fabriquer un espace où on peut faire quelque chose. Alors c'était pas faire quelque chose toutes les deux ensemble, c'était faire quelque chose avec beaucoup d'autres gens. Du coup on a monté ce projet qui s'appelait Encore. Dans ce cadre-là, on a travaillé avec, je crois qu'on avait comptabilisé une 50aine de personnes, en tout sur 1 an, qui avaient des pratiques diverses et multiples. C'était un de nos B à base, c'est-à-dire d'avoir quasiment jamais 2 personnes qui recoupent le même type de pratique. Donc, il y avait des graphistes, des artistes, des musiciens, des écrivains, des journalistes, des vieux, des jeunes... des gens qui étaient étudiants, des gens qui travaillaient, et on a essayé pendant 1 an de pousser un peu des limites qu'on trouvait ou à leur travail ou à juste des envies qu'on avait, et on a essayé de les pousser dans des retranchements. Il y a vraiment des gens, je pense, pour lesquels ça a été un peu dur, parce qu'on était sur un rythme hyper rapide, on faisait une expo par mois. Chaque artiste, plus écrivain, plus graphiste ou illustrateur devait rebondir sur la proposition précédente et fitter dans notre calendrier. Plus conférences, plus workshops. Plus conférences, plus workshops toutes les 2 semaines. De manière très égoïste, on a monté notre école pour nous-mêmes, en fait, je crois. Ouais, voilà. On voulait plus aller à l'école, et du coup on s'est retrouvés à Paris dans un endroit qui s'appelle le 22 rue Muller, et qui était un peu naissant à ce moment-là, et à qui on nous avait un peu laissé les clés comme ça pour nos beaux yeux, quoi. C'était voilà, donc on a commencé à travailler comme ça ensemble, du coup vraiment à questionner des histoires de pratiques de production. Donc moi je suis pas artiste. Alors j'y viens. Je vais dire un mot sur Barbara avant que tu t'embarques, pour qu'on sache un peu qui tu es. Barbara, quand on lui demande une petite biographie, elle dit qu'elle aime les livres, les artistes, la nourriture et William Morris.
Et peut-être pour toutes ces raisons, tu es là ici. Tu n'es effectivement pas artiste. Tu es aujourd'hui assistante de la galerie Marcel Alix. Tu as travaillé au CNEAI à Pantin. Alors le CNEAI, j'ai un trou, c'est le Centre national de l'édition Arrimage. Arrimage. Voilà, tu as également travaillé à la galerie Florence Levy, qui a cette orientation aussi vers le livre. Et c'est sans doute aussi par cette position à la croisée de différents champs que j'ai souhaité qu'on t'entende, et sur un des éléments qui, peut-être pas directement, trouve une résonance dans la question de l'artisanat, mais qui est ressorti par rapport à mes recherches, qui est en fait celle de l'attention portée à toute chose qui pourrait être produite. Et j'ai commencé cette journée par une sorte de petite boutade à l'égard de cette gentrification parisienne qui fait de l'artisanat un qualificatif appliqué à toute chose. Mais malgré tout, il y a quelque chose à voir, je crois, dans le soin apporté à la production, cette idée justement qu'on fait ressortir dans ce terme artisanat, et qui, je crois, fait partie de ta manière aussi d'envisager tes collaborations. Avant de parler de soins, Ouais. pour rester autour de pratiques productives, ou je sais pas, que j'appellerais éditoriales, d'un point de vue hyper général, genre éditer, c'est pas juste éditer des livres, c'est éditer des événements, c'est éditer des expositions, éditer une conversation, un repas, un truc qui à un moment donné se passe, qui est partagé et qui comment dire, qui pourrait être l'assemblage de plusieurs pratiques, parce que par exemple pour mener un centre d'art, on a besoin d'un lieu, on a besoin de personnes qui font la médiation, on a besoin d'une direction artistique, on a besoin d'une administration, on a besoin de personnes qui sont là pour communiquer, on a besoin de personnes qui sont là pour faire le ménage. Pour faire un livre, on a besoin d'éditeurs, d'imprimeurs, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de gens qui conçoivent des typos, on a besoin aussi de gens qui fabriquent du papier, etc. etc. Et c'est un peu autour de cette genre espace à éditer qui finalement, moi dans ma position d'avoir été plutôt multitask, aller un peu partout, j'ai toujours compris qu'en fait on travaillait jamais seul, et on travaillait toujours avec les outils, les savoirs et les connaissances des autres. Du coup, d'une certaine forme, ça pourrait être considéré comme les artisans, que ce soit les élèves dans les cadres de collaboration, que ce soit d'autres personnes dont on travaille, puisque tu as aussi travaillé beaucoup avec des étudiants, puis tu travailles toujours avec des gens. Et en fait, c'est ça qui est un peu primordial. Et quand tu parles du care, de l'attention qui est portée aux choses, c'est juste que, pour moi, c'est très important de ne pas oublier qu'on n'est jamais seul, ne serait-ce que dans l'apprentissage qu'on a, on travaille toujours à partir de notions qui sont antérieures à nous, qu'on retravaille, on travaille toujours sur des connaissances scientifiques, techniques qui sont antérieures à nous, et reconnaître ça, savoir qu'on n'est pas maître quoi qu'il arrive et qu'on a toujours besoin des autres, c'est une des choses qui est assez importante je trouve dans cette notion-là. Dans cette idée d'un travail en collaboration. Dans cette idée de travail en collaboration qui, on l'a remarqué depuis ce matin, et en fait une des choses, c'est la chose qui nous réunit ici aujourd'hui, mais qui est vraiment une notion primaire, et du coup la différence entre artiste et artisan dans des acceptions anciennes ou contemporaines, ce qui est important, c'est pas forcément les qualificatifs, mais en fait la place que prend chacun. Quand tu disais que Abou, pour lui, c'était important de dire non, en fait, là, à cet endroit-là, je ne veux pas me préoccuper des suites de représentation de cette pièce. Moi, je suis artisan à cet endroit-là.
et toi tu es artiste, alors que c'était pas forcément la proposition que tu lui avais formulée au début. Initialement, je t'avais demandé de parler de William Morris. C'est vrai que ce matin, on en a beaucoup entendu parler, donc on va peut-être orienter les choses autrement, mais je voulais savoir comment, puisque tu lui accordes quand même un grand intérêt, je ne sais pas si tu le comptais le dire, mais je vais le dire, puisque quand je t'ai parlé de cette journée de colloque, tu me faisais part du fait que tu traduisais des poèmes de Maurice. Donc c'est une activité qui occupe ton temps. Comment est-ce que tu as rencontré cette figure qui, semble-t-il, continue aujourd'hui d'informer toute ta relation au monde, presque? En fait, je pense que William Morris, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'était un entrepreneur, c'était un homme politique, c'était un architecte, ça a été un designer de caractère, ça a été un imprimeur, ça a été un maître verrier, ça a été un poète romantique, ça a été un écrivain de fiction, ça a été... en fait, c'est vraiment pour moi une des figures hyper très représentative de en fait ce dans quoi on peut prendre plaisir à travailler. C'est d'ailleurs le fil conducteur de cette journée, d'ailleurs. Ouais, t'as raison. Et de tout son travail, et que tout est lié. C'est hyper important de dire que tout est lié. Quand on se réveille le matin et qu'on est heureux, c'est sûrement parce qu'on a passé une bonne journée la veille, et que ça découle du fait ou qu'on ait bien travaillé, ou qu'on a vu des personnes, ou qu'on a été satisfait, etc., etc. Et cette sorte de un peu positive attitude qu'il a. Non, mais vraiment, cette positive attitude qu'il a, c'est parce que il a toujours fait très attention à travailler continuellement, à écrire des poèmes jusqu'à la fin de sa vie. Il a commencé avec ça, à travailler à la Red House ou à la Kelmscott Press jusqu'à la fin, à mettre la main à la pâte, entre guillemets, pour être toujours plus proche des propos qu'il avait en tant qu'agitateur socialiste, selon certains, ou juste renverseur de mouvement. Et cette façon d'envisager la vie comme étant... comme rendant primaire le fait de faire, je trouve que c'est quelque chose qui est inexorablement lié à la pratique artistique de façon très générale. Et voilà, c'est pour ça que pour moi c'est une figure hyper redondante, et que c'est vrai qu'en ce moment il y a très peu de choses qui ont été traduites de William Morris en français. Je ne suis pas particulièrement douée en anglais, mais du coup, ouais, en ce moment, je traduis ces poèmes. Il y a toute une partie de poèmes socialistes qui sont très beaux et avec des très belles résonances très actuelles, très contemporaines, et que je trouve que c'est important de pouvoir les lire, les relire aujourd'hui. C'est une figure extrêmement importante, et j'ai l'impression, Ève, tu es en Angleterre, j'ai l'impression qu'en Angleterre, c'est une figure à laquelle on n'échappe pas. Ce serait peut-être un peu comme Victor Hugo ici, ou peut-être qu'il y a des exemples plus pertinents, je ne sais pas. Comment toi, tu as rencontré cette figure-là au cours de tes études? Qui t'a amené à penser avec William Morris? Moi, je pense que c'était vraiment parce que j'étais très attirée par le livre et l'édition, et l'interrelation qu'il y avait entre l'éditeur, l'imprimeur, le fabricant de papier. Et voilà, cette figure, elle est venue un peu avec ça, parce qu'il faut savoir que, par exemple, moi j'ai fait des études, donc j'ai commencé aux Beaux-Arts de Toulouse, puis après j'étais à la IR à Strasbourg en graphisme, et il s'avère qu'on a rencontré Susanna Shannon, qui un jour nous avait raconté cette histoire, donc qui est un peu une 68arde du design graphique, qui faisait les unes de Libération à l'époque de François Hollande, et qui a maquetté les Inrocks dans les années 90, enfin quelqu'un d'un peu avec un ancrage politique assez fort, et qui nous disait ouais, tu vois, les designers graphiques à une époque,
quand t'étais naze, tu savais pas trop quoi faire, t'allais aux Beaux-Arts si jamais tes parents acceptaient. Et quand t'étais encore plus nul et que tu voulais vraiment rien branler, t'allais... Elle parle vraiment comme ça. Ouais, elle parle, ouais, pardon, c'est vraiment une imitation. Et elle parle comme ça, ouais. Merci. Et du coup, à ce moment-là, t'allais à ce qui s'appelait maquette et mise en page. Donc, en fait, tu n'étais pas graphiste, mais tu étais technicien, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordinateur à ce moment-là, mais tu apprenais la mécanique de la publication des choses qui ne t'appartenaient pas à toi, mais qui appartenaient aux autres. Et je me rappelle que cette conversation, elle m'avait assez bouleversée dans le fait de se rendre compte que ce qui, à un moment donné, était peut-être considéré comme étant un travail nul, quoi, non créatif dans la créativité, enfin, au sein de la culture, qu'avec ça, en fait, avec ses capacités techniques, donc on était sur des grosses machines, des rototypos, machin, des histoires d'encre, il fallait avoir tout un arsenal et une complexité mécanique qu'il fallait assimiler. Que en fait c'était ça qui faisait qu'en fait on diffusait des images, on diffusait des textes, qu'on arrivait à se refiler des trucs entre nous, et que voilà. Donc c'est un peu partie de ça, quoi, de l'histoire de l'impression sous cet aspect un peu genre, je sais pas exactement comment l'expliciter. Et du coup William Morris est arrivé assez vite parce que lui il a pris un soin tout particulier. Pas du tout le long de sa vie, mais plutôt à la fin, comme une sorte de plaisir. Je crois que sa fille disait même que l'imprimerie, c'était un peu son imprimerie personnelle, quoi. Il a publié beaucoup de ses bouquins là-dedans. Enfin, il n'y a eu qu'une 40aine de livres qui a été édités là-bas, mais on considère aujourd'hui que ça fait partie des plus beaux livres de la fin du 19e. Donc c'est assez... parce qu'il mettait une attention au bookbinding, à la reliure, au papier, à l'impression. Il a redessiné des caractères. Voilà. Peut-être qu'on pourrait parler aussi d'un projet que tu as mené, je crois, avec Élise Caron, que tu avais invité dans une exposition dont tu avais été co-commissaire à la galerie Marcel Alix, moi aussi, qui s'appelait « Je t'épaule, tu me respires » et qui justement sous-entendait par ce titre que des questions de coopération et d'attention portée au geste de l'autre seraient en jeu. Avec Élise Caron, vous vous êtes retrouvés autour d'un projet qui concerne, je crois, la création de buffets. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Ouais. De la nourriture de façon générale et de comment se retrouver autour d'un moment culinaire. Donc le moment culinaire, c'est un peu une sélection de personnes ou des personnes en tout cas, une sélection d'un espace ou un espace, un ensemble de mets, une organisation sur un temps donné et des activités autour. Donc je sais pas, quand on est chez soi, on aime bien manger près du feu. Si on a une cheminée, on a essayé à plusieurs moments avec Élise de retrouver ce genre de choses en ponctuant des dîners ou des soirées de dîner avec des performances, de la musique, des t-shirts sérigraphiés, un rythme, un temps donné et tout ça autour de la nourriture. Donc on l'avait fait dans le cadre de l'expo. Élise, on l'a fait précédemment aussi. C'était au Centre d'art de Beauvais. On avait fait le repas de Noël. On avait appelé ça Focus Coquine et on avait fait cuire des énormes cochons de lait sur une balançoire détournée. Et avec beaucoup de plats, de la musique, des performances, des lectures et des choses comme ça. Donc c'est des moments assez enfin, l'idée c'est l'idée c'est d'abord de se faire plaisir parce qu'on fait plaisir aux autres et que tout ce qui nous est donné en retour c'est pas des remerciements mais c'est juste
d'être ravis d'avoir passé un bon moment. Et on l'a fait 4-5 fois, dans des endroits plus ou moins privés. Pour des anniversaires, des mariages. Non, c'est une blague. En tout cas, ce que je trouve extrêmement intéressant, et c'est aussi pour ça que j'avais envie que tu participes à cette table ronde, c'est que tout ce que tu dis témoigne de ce qui, pour moi, constitue le cœur politique de cette question de l'artisanat, c'est-à-dire cette relation au faire, au plaisir, et voilà, un soin, une attention qu'on porte aux choses, qu'on porte à la relation, à la collaboration, et qui doit donc informer, là encore, la société à l'endroit où justement elle a tendance à dévaloriser certaines questions liées au travail ou juste à ces moments de rassemblement. Je te remercie Barbara pour cette prise de parole. Il nous reste 5 minutes pour éventuellement, si vous avez des questions, faire circuler le micro dans la salle. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous laisser 2 secondes parce que je sais que des fois il faut que ça décante cette idée, il faut que vous acceptiez le fait que les questions sont possibles. Si ce n'est pas le cas, je vais demander à Ingrid Lukegat de se préparer à monter sur cette scène. Et je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. J'espère que les enjeux ont été bien soulevés.